Ok. Donc bonjour à tous. Avec Julie, on va vous parler de rémunération dans les entreprises, histoire de faciliter les débats. En général, quand on parle de rémunération, ça devient tout de suite assez chaud. Mais tout d'abord, on va remercier les sponsors et les personnes qui ont permis l'organisation de l'événement. Donc, on a travaillé à plusieurs sur cette présentation. Ici, on n'est que Julie et moi. Mais il y a eu plusieurs groupes qui ont travaillé derrière pour arriver à faire les propositions. Tout ce qu'on a fait, qu'on va vous présenter ici, est à l'origine dû à un concours d'Anéo qui voulait essayer de faire l'innovation sur ce sujet-là et qui ont laissé les gens innover. Et on a fait une réponse. La réponse nous a amusés. Pour Anéo, c'était pas ce qu'ils attendaient. Alors je vais commencer par la règle des deux pieds. Qui c'est qui connaît la règle des deux pieds? Ok, c'est pas suffisant. Donc je vais vous expliquer. Je vais vous proposer de tous vous lever pour vous mettre sur vos deux pieds. Voilà. Et maintenant, c'est juste pour que vous fassiez c'est très très important pour moi que si vous restez ici, c'est parce que vous avez envie de rester ici. Vous voyez? Et si à un moment donné ça vous convient plus, c'est important pour moi que vous puissiez sortir et aller faire autre chose de plus important. C'est clair pour tout le monde ce que je veux dire? Mais il y a un moment où vous aurez le droit de vous asseoir. Hein. Oui, mais c'est juste se reposer la question de savoir est-ce que je suis au bon endroit et faire la bonne chose pour moi maintenant. Voilà. Donc tous ceux qui ont envie de rester, vous pouvez vous asseoir. Qu'est-ce que c'est? Ok. Donc, ça marche? Ouais. Je vais vous parler rapidement des objectifs de notre conférence. J'aime beaucoup expliquer pourquoi ça nous a intéressé de faire ça. Donc il y avait plusieurs raisons. D'abord, c'est proposer un modèle innovant de rémunération. Donc c'est le travail qui a été fait pour Anéo et on s'est dit c'est quand même super chouette, on a envie de le partager. Donc c'est déjà pour le partager, le présenter. Pour aussi amorcer une réflexion sur les valeurs liées à la rémunération. On a l'impression que la rémunération, bien au-delà du simple fait d'avoir un salaire, il y a beaucoup de choses qui sont impliquées dans ce processus. Et on s'est dit, qu'est-ce qui doit rester lié à la rémunération et qu'est-ce qu'on peut décorréler de la rémunération. Et c'est cette réflexion qu'on voulait partager avec vous. Et pour finir, c'est aussi pour vous raconter des histoires, savoir qu'est-ce qui se fait dans d'autres endroits, histoire de pouvoir avoir plus de possibles, d'ouvrir le champ des possibles. Donc pour nous, notre postulat de base, quand on a travaillé là-dessus, c'est de dire les salariés vont décider. Voilà. De combien est-ce qu'ils vont toucher à la fin du mois. Et toute la difficulté derrière, c'était de savoir comment est-ce que ça c'est possible. Et comment est-ce qu'on peut rendre ça possible. Voilà. Parce que quand on dit ça au début, on a l'impression que tout le monde va partir avec un maximum d'argent et puis l'entreprise est morte. Donc on va discuter de comment est-ce que ça c'est possible. Et juste avant de commencer, moi j'avais envie de faire une petite expérience et il manquait des cobayes, donc je me suis dit je vais le faire aujourd'hui. Et donc, juste pour voir un peu dans votre imaginaire, si jamais maintenant, on avait tous la possibilité de choisir notre rémunération, est-ce que vous pensez que d'une manière générale, les individus abuseraient de cette liberté? Si vous pensez qu'ils abuseraient de cette liberté, est-ce que vous pouvez vous lever pour que je puisse voir? Pas... Est-ce qu'il y aurait un fort risque que les personnes abusent de cette liberté? Est-ce qu'on prendrait un risque qui est important ou pas important? Ok, merci. Ah, bon. Et est-ce que vous pensez que vous abuseriez de cette liberté? Ok, merci beaucoup. Donc,
Là, je ne sais pas si c'est parce que tout le monde pense que l'individu est fondamentalement bon, et là je suis super contente parce que moi je le pense aussi, ou si c'est parce qu'il y a des gens qui s'étaient déjà levés plusieurs fois et qui en avaient marre. Mais globalement, on a quand même un tout petit peu plus de personnes qui pensent que les autres individus profiteraient d'une situation et eux peut-être moins. Et ce qui m'intéressait de vous rappeler, c'est que dans beaucoup d'études, on voit qu'on a toujours l'impression qu'on est un peu mieux que la moyenne. C'est-à-dire que si on dit, on parle de revenus de base, par exemple, on dit si on donnait de l'argent aux gens sans qu'ils aient besoin de travailler, 80% des gens pensent que les gens arrêteraient de travailler, que les autres arrêtaient de travailler. Mais que si on leur demande, et vous, qu'est-ce que vous feriez? En fait, il y a plus de 60% des gens qui continueraient de travailler. Donc il y a un très gros écart entre ce qu'on pense que les autres feraient et ce qu'on pense qu'on ferait. Donc c'est garder ça à l'esprit, qu'on n'a pas forcément une vision réaliste des choses. Donc voilà, ce qu'on va vous présenter, c'est un modèle d'une rémunération qui pourrait être dans une entreprise agile. Ce n'est pas le modèle absolu, c'en est un qu'on a proposé. Il en existe plein d'autres. Le plein d'autres, c'est tout ce qui laisse aux salariés le choix de s'auto-organiser. En fait, les acteurs de l'entreprise, le choix de s'auto-organiser. Ça, c'est l'élément essentiel. Après, le résultat de leur auto-organisation est moins important que le processus de leur auto-organisation. Donc la première chose, c'est de mettre en place cette possibilité de l'auto-organisation, donc savoir de comment est-ce qu'on va décider ensemble. Ça, c'est un élément important. Après, quand on travaille sur des questions d'argent, il va falloir mettre en place des éléments de transparence pour qu'on puisse se positionner, que les salaires puissent être publics, que les différentes masses de l'entreprise financière puissent être connues. Donc ça a tout un tas de conséquences derrière, de savoir est-ce qu'on est capable de comprendre une comptabilité d'entreprise, comment est-ce qu'on peut accéder à cette information-là. Ok. Donc, une fois qu'on a défini, dans nos propositions, on avait défini une grille de salaire, et chaque personne se positionne dans cette grille. Voilà, c'était assez simple. Donc ça allait alors c'était collectif, on a décidé de ce qui était le plus bas et le plus haut, et c'était par tranche de 500 €, et ça augmentait. Et donc on décide de se mettre dedans, dans une des tranches. Alors quand on fait ça, il y a des personnes dans l'entreprise qui vont se retrouver en situation de faiblesse, parce qu'elles ont du mal à se positionner, ou parce qu'elles se dévalorisent elles-mêmes. Et du coup, il va falloir les aider à trouver leur bon niveau pour éviter que la pression sociale les exploite. Du coup, il y a tout un tas de personnes dans l'entreprise qui peuvent venir aider dans ces situations-là. Ça peut être des syndicats, ça peut être des RH ou des managers qui permettent d'aider des employés à se repositionner à un niveau qui serait cohérent avec les autres. Pour ceux qui se positionnent au-dessus, c'est la pression sociale du groupe qui va faire le travail. Donc je vais essayer d'illustrer ce que dit Olivier par un exemple qu'on va suivre tout le long. Donc là, on se place dans la situation où les règles ont été définies. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Donc vraiment, les règles sont définies en commun. Quelle est la grille de salaire, quel est le salaire le plus bas, le plus élevé, etc. Donc on part du principe que les règles sont mises en commun par tout le monde et connues de tous. Dans ces grilles, on va suivre l'histoire de 4 petites personnes. Donc Amélie, Dylan, Léa et Rémi, qui sont tous employés dans cette entreprise. Donc la première étape, ça va être donc de choisir son salaire, en fonction des règles du jeu qui ont été mises en place en commun. Juste petite pause, si vous avez des questions ou des choses qui ne sont pas claires, il est possible qu'on interagisse, si c'est bon pour vous. Dans le salaire de la grille, il est possible de définir le salaire fixe, c'est-à-dire celui qu'on va toucher tous les fins de mois, inconditionnellement, et qui va être soit la totalité de ce qu'on a choisi, soit une partie de ce qu'on a choisi. Et c'est le salarié qui décide de quel montant il va prendre tous les mois, précisément. Encore une fois. Alors, il va le choisir tout seul, mais il y a des contraintes légales aussi, qui fait qu'on n'a pas le droit de prendre en dessous d'un certain seuil, on n'a pas le droit de se payer en dessous du SMIC, par exemple. Voilà.
Donc il y a des limites légales pour ce genre de choses. Mais au-delà de ça, c'est libre. Et donc là, on retrouve nos 4 personnes, et on voit qu'elles vont toutes choisir une rémunération, une part fixe de leur salaire différente, selon leurs besoins du moment, selon leurs envies, selon leurs préférences. Et dans ces 4 personnes, donc on a Léa. Léa, on l'a imaginée comme une personne qui vient de rentrer dans l'entreprise. Et dans le modèle qu'on a imaginé, donc on a mis en place des règles qui sont définies par nous, parce que c'est pas sur un cas concret, mais les règles sont à définir de toute façon par tout le monde. Donc dans les règles qu'on a définies, la personne qui arrive a 1 an d'observation avant de pouvoir avoir une part fixe et une part variable. Donc elle aura tout son salaire en fixe. Donc là, Léa est à 100%, et on voit que Dylan a décidé de prendre 80% de son salaire en fixe, Amélie autour de 50, autour de 60, et Rémi autour de 50%. Alors il y a une part variable. On a décidé de garder le concept de part variable parce que c'est un élément qui est très important pour le partage des risques. Donc c'est ce qui reste en fait. C'est entre le fixe et le total, c'est ce qui reste, c'est du variable. Et on l'a utilisé pour pouvoir offrir à l'entreprise des liquidités et pour pouvoir partager des risques. C'est-à-dire que les résultats de l'entreprise ne sont pas connus à l'avance. Et donc, si on veut tous prendre le salaire complet, on risque de mettre l'entreprise en danger. Donc, on va diminuer notre salaire de tous les mois pour le prendre à la fin en fonction des résultats de l'entreprise. Voilà. Donc, c'est à la fin de l'année que le variable est reversé, si c'est possible. Donc, on verra qu'il y a des avantages potentiellement à avoir du variable. Déjà, il y a un avantage de balancer les risques entre l'individu et l'entreprise. Alors c'est quelque chose qui est bizarre à l'heure actuelle quand on est dans une entreprise traditionnelle, parce qu'on ne voit pas pourquoi est-ce qu'on prendrait les risques, mais à partir du moment où on arrive à créer l'auto-organisation et l'implication dans la boîte, on n'a pas spécialement envie que la boîte disparaisse. Et donc du coup, on est prêt à faire des choses différentes pour que l'entreprise fonctionne. Donc là, vous l'aurez compris, donc on retrouve nos exemples, et tout ce qui n'a pas été pris en fixe devient la part variable. Donc c'est la part qu'on laisse dans l'entreprise jusqu'au bilan financier. On a rajouté la bonification qui est sur le variable une sorte de dédommagement sur le risque consenti à ne pas prendre tout son salaire. Et ça, c'est collectivement décidé. Et ça se met à la fin donc à la fin de l'année, à la clôture, les personnes reçoivent leur variable plus une bonification associée qui correspond à leur prise de risque de ne pas avoir pris leur salaire au entier. Voilà, je crois que c'est assez clair de lui-même. Donc on a une bonification qui est définie toujours en commun dans les règles du jeu. C'est vraiment un point très très important. Là, on vous présente un exemple de règles qu'on a décidées, mais tout va dépendre de ce que les personnes qui sont dans l'entreprise, donc les personnes concernées, vont décider. Donc ici, on a une bonification au prorata de ce qu'on a de notre part variable. Donc on voit que pour Rémi qui a mis beaucoup, ce sera plus, etc. Alors sur la redistribution des bénéfices, c'est en gros qu'est-ce qu'on fait avec ce qui reste dans l'entreprise une fois qu'on a payé tout ce qui était nécessaire de payer. C'est quelque chose qui est important parce qu'au final, tout ce dont on parle, la rémunération dans une entreprise, c'est qu'un principe de redistribution des richesses en fait. C'est un principe qui est ultra classique, c'est l'entreprise va générer des richesses et comment est-ce qu'on se les repartage entre tous les intervenants. Et dans cette redistribution-là, il y a plein de possibilités de faire varier les systèmes. On peut le répartir en fonction d'une idée de justice ou une idée d'égalité ou ce genre de choses. Et dans ce que vous avez pu voir, les salaires étant variables entre individus, c'est ici qu'on met les notions de justice. En revanche, sur la redistribution des bénéfices, on a décidé dans notre modèle ici de le faire égalitaire. Voilà. Donc on prend les bénéfices, on les divise par le nombre de personnes et on répartit. Donc dans notre exemple, on a 3 employés qui sont là donc depuis longtemps, donc ils sont là depuis le début de l'année, donc ils ont fait toute leur année dans l'entreprise, et donc ils reçoivent exactement la même part de bénéfices. Et Léa donc touche 50%, pas parce qu'elle est nouvelle, mais parce que dans notre exemple, on pense qu'on décide qu'elle est arrivée à peu près au milieu de l'année.
Donc c'est au prorata du temps passé dans l'année dans l'entreprise. Donc ici, on a le système égalitaire. Alors en fait, on n'a pas décidé quelles étaient les modalités juridiques qu'on allait faire pour la redistribution des bénéfices. Ça peut être l'intéressement, ça peut être la participation, ça peut être plein de choses. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qui ne va pas être investi ou qui va servir à financer les dividendes. Donc tout ce qu'on veut pas et qu'on veut redistribuer, après il y a tout un tas de contraintes juridiques qui vont décider de quelle manière on va les redistribuer. D'accord ? Donc ça peut être l'intéressement, la participation, ça c'est des modalités juridiques pour moi. L'idée c'est qu'il y a un montant qu'on va essayer de restituer aux acteurs de l'entreprise. Et c'est de ça dont on parle. Et ce qui reste important, c'est vraiment cette idée que les bénéfices qui vont être redistribués, qu'est-ce qu'on utilise pour investir, qu'est-ce qu'on utilise en bénéfices, ça va devoir être transparent. En fait, les modalités de choix de salaire font que tous les acteurs de l'entreprise doivent être au courant de comment l'argent est utilisé à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est ça le point clé vraiment de tout le système, c'est ce système de transparence, de compréhension et de choix. C'est clair par rapport à la question ? En fait, l'intéressement est une technique juridique. Pour moi, je peux l'utiliser, ce truc-là. C'est pas le problème. Ce qui m'intéresse, c'est que collectivement, on va décider de ce qui va être redistribué. Et c'est au-delà du CE pour moi. Et donc, pour nous, la rémunération totale, elle doit prendre toutes ces parties en compte. Le fait d'avoir un salaire qui est choisi, d'avoir une part fixe à l'intérieur de ce salaire et une part variable qui fait que ça investit les acteurs de l'entreprise dans l'entreprise à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on ne réserve plus la réflexion sur la santé, l'avenir d'une entreprise à une petite élite et les autres suivent par défaut. On va leur demander de s'investir dans la décision des règles du jeu et de s'investir aussi financièrement en laissant une part de variable avec le bénéfice. Donc c'est vraiment toutes ces parties qui font notre modèle, le modèle de rémunération tel qu'on l'a imaginé. Alors pourquoi tout ça? Et qu'est-ce que ça a à voir avec une entreprise et en particulier avec un modèle d'agilité? Alors en fait, quand on a réfléchi au concept de rémunération et au concept des transformations agiles qu'on mène avec mes collègues depuis 2004-2005 dans ces eaux-là, on voit souvent un système où on arrive à faire une transformation et quand on s'en va, ou quand les leaders qui ont porté la transformation s'en vont, ça retombe. Ça vous arrive chez vous? Ce genre de choses? Pardon? Ouais. Et donc, l'auto-organisation qu'on arrive à mettre dans l'entreprise, à certains endroits de l'entreprise, ne tient pas. Et on se posait la question de savoir s'il n'était pas possible de mettre l'auto-organisation dans l'ADN de l'entreprise, c'est-à-dire au niveau des décisions financières. C'est pas par là qu'il faut commencer, parce que c'est des enjeux qui sont assez importants, mais je pense que c'est un endroit où il faut aller à un moment donné, parce que quand on arrive à le faire à ce niveau-là, ça signifie que pour toute l'entreprise, cette auto-organisation est devenue un enjeu majeur, et en particulier pour le dirigeant, ou les propriétaires de l'entreprise, ils sont prêts à aller jusque-là, et que c'est pas juste pour l'équipe de dev, ou pour l'équipe des ops, ou pour le PO, et ainsi de suite. Et donc ça devient un marqueur, et un truc où les dirigeants disent « Ok, nous, on y croit à ce modèle-là, et donc on va renoncer à tout ce pouvoir, et on va le remettre en commun, parce qu'on pense que c'est important. » Et je pense que quand on en arrive à là, et qu'on arrive à s'auto-organiser là-dessus, il y a peut-être une chance pour que ça tienne dans la durée. Donc, le partage des risques et des bénéfices, ça permet d'avoir de l'implication dans l'entreprise. C'est des questions de responsabilité et de liberté.
vais rajouter des trucs. Enfin, c'est vraiment cette idée de... Je suis convaincue que les libertés et les responsabilités, ça va ensemble. Qu'on ne peut pas demander à une personne de prendre des responsabilités sans lui laisser un espace de liberté. Et c'est un peu ce qui a été dit juste avant, que les gens n'avaient pas envie qu'on les change, mais qu'ils étaient prêts à changer. Et si on veut croire dans la possibilité d'une rémunération qui soit juste, si on veut croire que les gens peuvent s'impliquer dans l'entreprise, que ça leur tienne vraiment à cœur, qu'on ne soit pas dans une entreprise uniquement pour tirer le maximum de l'entreprise avec un point de vue individuel, il y a besoin de cette liberté. On ne peut pas attendre des personnes qu'elles soient responsables sans être libres. On ne peut pas attendre d'elles qu'elles adhèrent 100% à notre vision du monde. Et ce qui est important dans tout le modèle et ce sur quoi ça repose, c'est vraiment cette idée de créer un espace commun, de partage commun. Et les personnes vont adhérer pas parce qu'on leur dit que c'est bien, mais parce qu'elles vont l'avoir construit. Elles vont l'avoir construit, elles vont avoir tous les éléments en main. C'est-à-dire qu'elles vont savoir, ok, on veut tous gagner plus, très bien, mais si on gagne tous plus, est-ce que c'est sain pour l'entreprise? Et comme ça va faire partie de leur responsabilité que l'entreprise tienne, elles vont d'elles-mêmes restreindre ce qu'on pourrait considérer comme le champ des libertés, c'est-à-dire que je ne pourrais pas prendre 50% de ce qui est dans l'entreprise parce que c'est pas juste, c'est pas pour des raisons éthiques ou morales, c'est parce que ce n'est pas viable. Et ça devient une de mes préoccupations. Il y a le fait d'internaliser le fonctionnement de l'entreprise. Donc j'ai les données, j'ai la possibilité et je vais faire des choix. Et c'est vraiment cette idée que les libertés, on a les libertés, on a les responsabilités, on va partager les bénéfices, on l'a vu comme une partie de la rémunération, mais on va aussi partager les risques. Et je vais avoir envie que ça fonctionne. Et je vais avoir envie que ça fonctionne bien, parce que plus ça va fonctionner, plus ma place va être intéressante au sein de l'entreprise. Et on a un bien commun et un bien individuel qui commencent à converger. Et donc c'est une des valeurs agiles, People over Process. Et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le mettre au cœur. C'est-à-dire que on va s'auto-organiser pour définir ces règles qui vont être acceptées par tout le monde. Et donc on remet dans l'idée l'être humain, l'individu au cœur du système de l'entreprise. Voilà, c'est en tout cas notre volonté d'essayer ce genre de choses. Alors je vous disais qu'il y a plein de modèles qui existent. Celui dont on a parlé, c'en est un. Alors avant que je détaille un petit peu d'autres choses, est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Admettons, quelqu'un sait qu'il va démissionner, il décide de prendre 50%, je sais pas, d'augmenter très fortement son salaire avant de partir. Ouais, déjà, il y a des impossibilités. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre plus d'argent qu'il y en a dans une entreprise. Et le deuxième point, c'est que il y a une régulation du groupe, en fait. C'est-à-dire que toute demande individuelle n'est pas forcément valide. D'accord ? Dans cette question-là, il y a des questions qui reviennent beaucoup dans le modèle de Gore. Gore est une entreprise qui a inventé le Gore-Tex, une entreprise américaine, dans lequel il y a un des principes qui est d'éviter de la surprise. C'est-à-dire que j'ai le droit de décider tout ce que je veux. Quand on est chez Gore, on a une très grande liberté de décision et d'action, mais il ne faut pas surprendre les autres. Donc c'est-à-dire qu'il faut d'abord discuter, et à partir du moment où les autres sont d'accord avec ce qu'on veut faire, on va pouvoir le faire. Mais si on surprend, ça va pas être cool. Donc ça c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que il n'est pas exclu que quelqu'un se fasse virer, en fait. Bah, c'est pas parce qu'on a décidé de vouloir tous travailler ensemble qu'il n'y a pas des mécanismes d'exclusion qui existent. Et voilà. Il y a d'autres questions ?
Concrètement, là, comment ça se passe? Parce qu'en fait, il y a une enveloppe pour la somme des salaires, j'imagine. Ouais. Chacun veut se positionner par rapport à cette enveloppe et dire moi je voudrais tant, mais j'imagine du coup il y a une phase collective où on somme les demandes de tout le monde et on dit ça tient pas, et ça tient pas, faut redescendre tout le monde de tant de pourcents. Enfin, comment ça fonctionne? En fait, ça dépend de la taille de l'entreprise. Chez vous? Alors chez nous, c'est simple parce qu'il y a peu de personnes, donc voilà, c'est ça. On regarde ce qu'il est possible de faire, ou on regarde en fonction des besoins de combien est-ce qu'il faudrait qu'on ait de chiffre d'affaires. Là, c'est plus dans ce travail-là qu'on fait, et on essaye d'obtenir ce qui est nécessaire pour qu'on puisse vivre individuellement. Sur cette question-là, j'ai une interrogation sur l'arbitrage entre la rémunération du travail et la rémunération du capital. Ouais. Comment vous envisagez ça? Alors en fait, j'ai la même réponse que de l'autre côté, c'est pas de surprise. C'est-à-dire que si un actionnaire décide qu'il veut augmenter ses dividendes de manière significative, ça va fatalement se faire au détriment d'autres choses dans la boîte. Donc il a le droit de le faire. Mais à partir du moment où il a accepté de jouer collectif, il ne peut plus le faire de manière individuelle. C'est pour ça que je disais que à partir du moment où on a décidé de s'auto-organiser et que le propriétaire de l'entreprise, puis l'actionnaire et propriétaire de l'entreprise, décide d'ouvrir cet espace de liberté à tout le monde, alors il n'est plus seul à décider de ce qu'il va vouloir faire sur ces sujets-là. Donc ça signifie concrètement qu'il va devoir discuter avec les personnes pour qu'il y ait un accord d'une manière ou d'une autre sur les dividendes qui vont se passer. Bonjour, j'avais 2 questions. Je suis là. Ma première, c'était de savoir depuis combien de temps vous aviez expérimenté cette rémunération. Et la deuxième, c'était de savoir si vous étiez systématiquement en situation bénéficiaire au niveau de votre résultat et quelles seraient les conséquences si vous étiez en situation de déficit par rapport à cette part variable. Ouais. Alors, des histoires de ce modèle de rémunération, il y en a dans l'histoire assez lointaine. On a regardé les modèles de Godin. Donc Godin, c'est 1870, où ils ont un modèle qui... Pardon ? Oui, dans le Nord. Et l'entreprise a vécu à peu près 70 ans dans mes souvenirs. Et ils étaient dans un système qui était rémunéré en fonction des rôles, mais ça avait été défini collectivement. Alors, le collectivement de Godin, c'est un peu particulier, c'était pas tous les salariés, mais à l'époque, tout le monde ne savait pas lire et écrire. Donc, c'était ceux qui savaient lire et écrire qui ont défini les systèmes de rémunération. Il y en a d'autres, 1940, c'est Bois-Mondeau, qui fait des choses similaires. Voilà. Donc oui, il y a plein de modèles qui sont affichés derrière moi. Pour notre entreprise, c'est depuis le début, donc ça fait 7 ans. Voilà. Et alors, quand les résultats sont pas à la hauteur de ce qu'on voulait, eh ben, on a moins de salaire. C'est triste. Pardon ? Il y a des personnes qui attendent pour les questions, si ça ne vous embête pas de prendre... Bonjour. Ouais, une petite question. Vous parliez d'ADO tout à l'heure ? Anéo. Anéo, d'accord. Je pensais que c'était le groupe du Roi Merlin, mais... Non. Anéo, c'est combien de personnes à peu près ? Non, mais pour qu'on ait un contexte par rapport à cet accompagnement. 2000 ? Je sais plus. 200. C'est pareil. Ils sont basés à Paris. Et c'est une société de conseil. J'ai pas réussi à savoir si c'était pour eux ou si c'était pour leurs clients qu'ils avaient fait le concours. Je pensais que vous aviez mené l'accompagnement pour eux, en fait. Non, on a répondu à leur concours. Mais on faisait des choses similaires depuis bien longtemps déjà. Moi, j'avais une question sur la transformation ou le passage à la rémunération. Ouais. Quels sont les mécanismes? Est-ce qu'on peut mettre ça en place dans une entreprise qui n'est absolument pas libérée? Ça va être dur. En fait, travailler à s'auto-organiser,
à prendre des décisions communes, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas commencer par là. Parce que quand on n'arrive pas à se mettre d'accord et qu'on n'a pas appris les mécanismes pour se mettre d'accord en groupe, ça va être chaud de commencer par ces questions-là. Donc on peut commencer sur des questions qui ne portent pas à conséquence et progressivement monter sur des décisions de plus en plus importantes. Et voilà, notre hypothèse, ce qu'on propose, c'est d'aller jusque-là pour ancrer l'auto-organisation dans l'entreprise. Voilà, c'est ça. Après, il y a plein de modèles sur l'ancienneté, sur étendre, il faut avoir 2 ans d'ancienneté pour pouvoir entrer dedans. Chez Godin, il fallait savoir lire et écrire. Bois-Mondo, il fallait du temps passé dans l'entreprise pour en avoir compris la culture et pour pouvoir s'intégrer dans les décisions collectives. Voilà. Par retour d'expérience, quels critères viennent le plus souvent quand vous faites une auto-organisation justement sur la rémunération? Qu'est-ce que les gens mettent en avant? Enfin, est-ce qu'on parle encore d'ancienneté? Est-ce que c'est uniquement les compétences? Quels sont les critères qui reviennent lors du tour de table? Alors sur ceux que j'ai observés directement, c'est plus de cet ordre-là en fait. C'est-à-dire le concept de quelle est ma contribution à l'entreprise et ce qu'on essaie d'évaluer dans les entreprises traditionnelles pour les salaires et ainsi de suite, c'est une question qui est extrêmement complexe au final. Parce que mon associé qui va facturer plus que moi, de quelle manière, par mes lectures personnelles, par les discussions que j'ai eues avec lui permet de facturer plus? Et dans ce cas-là, combien est-ce qu'il devrait me reverser éthiquement parce que c'est moi qui lui ai apporté une partie des choses? Et du coup, on n'arrive pas à s'en sortir, ou alors on fait des comptes analytiques ultra compliqués, et on se perd, je trouve, et en plus on perd l'esprit du collectif. Donc à partir d'un certain temps, ces trucs-là, on arrête en fait. Et on décide plutôt de collectivement essayer d'avoir des réussites communes et de redistribuer de manière à ce qui nous convienne à tout le monde. Donc la redistribution, elle n'a pas besoin d'être égalitaire, suffit qu'elle convienne à tout le monde. Et donc les seuls critères, c'est j'ai besoin de ça en fait. Et on passe plus sur j'aurais besoin de ça, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des discussions qu'on a très régulièrement chez nous. C'est nos besoins respectifs. Un besoin par rapport à la vie perso? Besoin par rapport à ma vie perso, par rapport à mon besoin de salaire, pour pouvoir faire vivre ma famille. D'accord, mais si je suis célibataire par rapport à quelqu'un qui est en couple à côté, et on fait exactement le même boulot, du coup, je sais pas, il va peut-être... L'objectif, tout ça, ce sont des questions qui sont intéressantes. L'objectif n'est pas d'avoir un système qui soit éthique ou qui réponde à quelque chose, etc. L'objectif, c'est que le système soit activement accepté par toutes les personnes à l'intérieur. Vous voyez la différence? La différence, c'est que si mon associé a besoin de plus, que je comprends et que ça ne me pose pas de problème, eh ben ça pose pas de problème. Et même si on fait le même boulot, c'est pas le problème. Ça devient le problème que si ça me pose un problème. Et dans ce cas-là, je vais lui dire, ah, ça me pose un problème, il faut qu'on en discute de ça. J'avais plusieurs questions. Je suis là. Au niveau contractuel, vous fonctionnez comment sur la partie fixe et la partie variable? C'est-à-dire que vous avez indiqué tout à l'heure que vous laissez le choix de prendre tout en fixe. Ouais. Et rien en variable. Ouais. Donc c'est-à-dire que la personne qui est en fixe, de toute façon, il ne peut pas faire d'effort puisque son fixe est acquis pour l'année. Non. Et pour l'année suivante? Non, c'est pas acquis. Hein. Donc contractuellement, vous faites comment? Mais en fait, la législation française protège le salarié. C'est-à-dire que dans le cadre actuel, si j'ai un salaire d'un montant donné, mon patron n'a pas le droit de m'imposer à descendre. Oui, ok. Ouais. Mais moi, j'ai le droit de dire que je suis prêt à descendre. Et on fait un avenant et c'est bon. C'est-à-dire que... Vous comprenez la différence? C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un système qui impose, on est dans un système où les gens ont envie de faire quelque chose ensemble. Et donc, je connais des entreprises dans lesquelles des gens ont consenti à une baisse de salaire. Et par rapport, parce qu'il y a toujours une classification par rapport à la convention collective, du coup, vous descendez en dessous du salaire minimum de la convention collective ou Alors, on aurait plutôt intérêt, quand on veut faire des choses de ce goût-là, de respecter la loi. Oui, tout à fait. Ouais. Donc ça veut dire que ça limite de toute façon... Ouais, il y a toujours des contraintes.
ne serait-ce que par le montant de ce qu'on va redistribuer. Mais, enfin, oui, il y a des contraintes de cet ordre-là. Ok. C'est clair. J'ai Tout pas à l'heure, trop- on ne peut pas descendre sous le SMIC, par exemple. Ouais, même. Ce qui est plutôt pas mal. Ouais. J'ai pas trop bien compris le principe de la bonification. La c'est à partir du moment où je consens à partager le risque entre mon budget personnel et l'entreprise, cette prise de risque va m'être compensée par une bonification de ma prise de risque. C'est comme un intérêt sur le prêt que je consens à l'entreprise. C'est en fait celui-là la personne qui a du variable Ouais. a le droit à la bonification. En plus, Oui. c'est ça. Concrètement, un salaire variable ou un 13e mois, ou tout ce qui va derrière, c'est un prêt que le salarié consent à l'entreprise. C'est un prêt à taux zéro. Ok. Voilà. Là, ici, on a mis un prêt à taux négocié. Ouais, ok, d'accord. Et dernière question, juste après j'ai fini. Sur les embauches, c'est-à-dire que vous disiez que en introduction, vous avez dit la personne choisit sa fourchette de salaire. Ouais. Vous l'appliquez à l'embauche ou pas? C'est-à-dire qu'une personne qui vient, il y a un budget d'embauche qui est prévu. Ouais. Hein. Vous pouvez pas faire n'importe quoi, mais c'est pas je pense bien que c'est pas la personne qui arrive qui va décider de son salaire, c'est vous qui l'imposez. Ouais. Alors, ce qui se passe à l'heure actuelle dans les embauches dans les entreprises traditionnelles, c'est que la personne, elle vient, elle a des demandes, et puis l'entreprise a des capacités. Et si ça match, on peut faire une embauche, sinon ça marche pas. C'est Oui, pas je très sais. différent en fait. C'est-à-dire que le modèle il s'applique après l'embauche en fait. C'est-à-dire que vous embauchez à ce que vous pouvez faire financièrement. C'est ça. Mais après vous appliquez votre modèle et une fois Oui. qu'il y a une période d'observation. Oui, une fois que la personne arrive à comprendre les enjeux de ce qu'il y a dans l'entreprise. D'accord. Ok. Il y a quelque chose qui fait très très peur en général, et d'ailleurs on l'a vu par la question précédente, c'est le principe du mercenaire, c'est-à-dire que la personne qui viendrait là juste pour l'argent et pas pour l'investissement dans l'entreprise. C'est un risque. Je pense que les personnes qui sont dans l'entreprise collectivement peuvent se prémunir contre ce genre de comportement. Et je ne suis pas sûr que ce comportement soit aussi fréquent qu'on le pense. Moi, je fais partie des gens qui pensent que globalement l'homme est bon. Voilà, c'est rigolo parce qu'il y a plein de presse qui l'ont dit précédemment aussi. Ok, à mon tour. Alors, moi j'ai une petite question autour des expérimentations. Est-ce qu'il y a encore des expérimentations autour de cette rémunération qui se font? Si oui, lesquelles? Et est-ce que vous avez essayé de gamifier ce système? J'ai un exemple chez Happy Melee, l'organisation qui gère Management 3.0, qui ont gamifié le système de redistribution des primes, où en fait ils le lancent au dé chaque année. Et si le dé fait un certain score, ok, ils se redistribuent les primes, sinon en fait ils attendent l'an prochain. Voilà. Ok. Alors, la réponse à la deuxième question est non. Et la réponse à la première, oui. On a des entreprises actuelles, comme les Lutins ou Nereid, qui sont dans ces modèles-là et qui expérimentent tous les jours ces modèles-là. Et une des personnes qui nous a aidés à travailler sur le sujet-là, qui travaille chez Good, essaye de le mettre chez Good. Voilà. Et il y a des discussions en cours autour de ça à l'heure actuelle. Ouais. Ma question c'est, donc lors de ces réunions, on va proposer un peu l'augmentation ou le salaire qu'on aurait besoin. On le justifie. Comment ça se passe en fait quand tout simplement on décide qu'on veut élever un peu notre niveau de vie, donc de l'ordre du personnel, et en fait quels critères en face, quelles réponses on peut avoir, quels critères vont comment dire, justifier une réponse négative du groupe ou de juste une partie du groupe? Alors pour moi, c'est une question de éviter la surprise. C'est ce que je disais tout à l'heure, toujours éviter la surprise. Et le niveau de la justification, ça va dépendre de comment est-ce que les choses se passent avec les autres personnes en fait. Vous voyez, c'est à partir du moment où on arrive à se mettre d'accord sur les règles et sur le fonctionnement de ce genre de la rémunération, l'essentiel c'est que les gens qui soient dedans soient d'accord. Et donc c'est
quelles sont les modalités pour se mettre d'accord? Est-ce que si tu t'augmentes de 500 € par mois, est-ce que ça nous pose problème ou pas? Et si ça pose problème, mais que tu en as vraiment besoin, peut-être qu'il va falloir qu'il y ait plus d'explications. Mais sinon, s'il n'y a pas de problème, et qu'en le disant c'est accepté, bah voilà. Donc il y a quand même une phase de discussion dans les deux sens Alors l'auto-organisation implique de la discussion permanente, ouais. Et dans votre expérience, c'est la deuxième question, c'est est-ce que il y a eu par exemple des refus, mais qui sont basés juste sur des... parce que dans les entreprises, il peut y avoir des ressentis qui se créent basés sur rien du tout, et qui vont, en gros, est-ce que ces réunions-là peuvent être l'expression de parfois de vengeance ou de choses un peu malignes? Alors, je les ai pas observés, mais si ça arrivait, il y a quelque chose d'autre qui a foiré avant. À titre d'information, l'entreprise Nereid a été en transition, c'est-à-dire qu'ils avaient un salaire sur les rôles, c'est ce que j'ai mis là, et ils essayaient de réduire la distance entre le plus bas salaire et le plus haut salaire. D'accord? Et celui qui avait le plus haut salaire était le fondateur. Et il y a eu des discussions, ça n'a pas été fait en 6 mois, il y a eu des discussions sur une certaine durée, plusieurs années, et au final, le fondateur a dit, il voulait une entreprise libérée, donc il avait laissé cette possibilité de discussion, et il dit, je comprends votre demande, moi, mon salaire, si je le descends, je ne peux pas vivre, mais ce qui se passe ici n'est pas éthique par rapport à ce que je voulais, et donc il est parti. Voilà. En fait, moi j'aurais juste complété un peu les réponses qui ont lieu depuis tout à l'heure. On se pose beaucoup de questions sur comment ça se passe et on oublie que le premier principe, c'est qu'on va mettre les règles en commun. C'est-à-dire que toutes ces questions, on va se les poser au moment où on va définir les règles. Et qu'est-ce qui se passe si? Et qu'est-ce qui se passe si quelqu'un demande 50%? Et ben dans mes règles, moi j'ai peur que ça se passe. Dans les règles, il va falloir que n'importe quoi, il faut qu'au moins 50% des employés de l'entreprise soient d'accord avec ma demande. Il va falloir 60, 70, 80, 10 personnes, on demande, on voit si c'est accepté. Toutes ces règles, elles vont être définies. C'est ce qu'on fait tous les jours dans les équipes, c'est comment on arrive à avoir des règles qui font consensus. Qu'est-ce qui rassure chacun? Qu'est-ce qui fait que chacun se sente en sécurité dans ce système avec ces règles du jeu? Et là, on peut donner plein d'exemples, c'est ce qui est en train d'être fait, mais on va pas avoir tous les possibles, parce que notre sensibilité, on a fait cette rémunération avec notre sensibilité à nous. Quelles sont nos peurs, quelles sont nos craintes, quelles sont nos envies. Et donc, ce modèle répond à ça. Et si j'ai d'autres peurs, ou si d'autres personnes dans l'équipe ont d'autres peurs, on va mettre d'autres règles en place, d'autres contraintes. Ce qui fait qu'au final, on a quand même des règles du jeu, comment on fait un rappel aux règles quand les règles sont dépassées, quelles sont les conséquences que ça va avoir. Tout ça, c'est la partie la plus intéressante de la rémunération libre pour moi, c'est cette mise en place des règles. Comment on va faire pour, en groupe, réussir à trouver un terrain d'entente sur quelque chose qui est aussi essentiel, qui touche autant à plein de valeurs qu'on a, de mérite, de positionnement, de positionnement de soi, de reconnaissance sociale, de motivation. Tout ça va rentrer en jeu. Et c'est pour ça qu'Olivier l'a répété, c'est pas par là qu'on commence, parce que quand on n'a pas l'habitude de réfléchir en groupe, on ne nous demande pas tout de suite de mettre de côté toutes nos habitudes, mais qu'une fois qu'on y arrive, c'est-à-dire qu'on est assez mature pour réussir à remettre en question nos valeurs, remettre en question nos peurs, réussir à les mettre en commun et réfléchir à ça en commun. Et vraiment, au-delà du simple fait d'avoir des règles de rémunération, c'est est-ce qu'on arrive sur un sujet aussi essentiel qui touche à l'argent à faire ça en commun. Du coup, il y avait d'autres questions, je repasse. En fait, moi, je voulais juste... en fait, j'avais déjà vu une conférence sur ce sujet-là, et c'était plus un retour d'expérience, pas la mienne, mais de quelqu'un d'autre. Et en fait, pour établir la rémunération de chacun, en fait, chacun disait combien il voulait, de façon cachée, et tous les autres de l'équipe, donc ils n'étaient pas trop nombreux, ils devaient être une dizaine, disaient à combien il avait droit, en fait. Et du coup, ça permettait une régulation. C'est un mécanisme qui permet de réguler
cette peur du je mets 50% de plus. Voilà, il fallait que c'était dans un cadre un peu particulier, donc ce cadre a été défini évidemment. Et voilà, donc c'était juste pour rebondir là-dessus, parce que c'est vrai qu'on se demande comment ça peut marcher en fait. J'ai Voilà. utilisé un système assez similaire pour des répartitions de primes dans des équipes. Alors juste, moi j'ai la sensation, là, en vous entendant, que tout ça, c'est finalement devenir adulte dans le monde de l'entreprise, en fait. Donc on est 200. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de foyers en banqueroute ici, et je l'espère pas pour eux. Et par contre, on est tout de suite à se dire, oh mais par contre, si c'était dans une entreprise, on ferait un peu n'importe quoi. C'est normal que j'ai cette sensation-là, du coup. C'est un peu redonner les rênes et faire grandir les gens, de leur donner ce nouveau terrain de responsabilité. Ouais. En fait, de mon point de vue, dans beaucoup d'entreprises, les salariés sont maintenus dans un état d'adolescence. Ok. Et du coup, il y a certains foyers, je prends l'image du foyer, où il y en a qui s'en foutent. Et je me demandais, est-ce qu'il y a eu ça des fois, c'est-à-dire de dire, moi j'ai envie de venir bosser, je m'en fous de combien je touche, et comme il faut une collaboration, et finalement qu'on se mette un peu tous d'accord, c'est une genre de façon de se mettre un peu à l'écart, quoi. De dire, moi je m'en fous. Est-ce qu'il y a eu ça? Ouais. C'est pas très grave en fait. On n'est pas obligé d'être intéressé dans tout. À partir du moment où on n'est pas envie de rentrer dans ces détails-là et que la situation nous convient, ça veut dire qu'on fait confiance aux autres pour que les règles soient correctes. Et à tout moment, je vais vous donner un exemple par rapport à des problèmes de comptabilité. J'accompagne une entreprise où ils ont décidé à un moment donné qu'ils devaient tous comprendre la compta. Et dans l'équipe, il y en a 2 ou 3, mais vraiment, ils étaient d'accord que c'était bien que tout le monde comprenne la compta, mais c'est lourd, quoi. Et il y a un truc qu'ils n'avaient pas compris, c'est pas parce qu'ils étaient libérés et qu'ils voulaient être une entreprise horizontale qu'ils devaient tout faire tous. C'est-à-dire que il faut que la compta soit faite. Si ça m'intéresse, je vais m'investir de temps, je vais vérifier qu'il y a bien des gens qui s'investissent dedans et que c'est fait correctement. Et c'est le minimum que je dois faire pour l'entreprise, c'est-à-dire de vérifier que c'est fait. Et donc je suis responsable que ce soit fait. Après, si j'ai pas envie de le faire, et qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de le faire, c'est super. Donc je vais les laisser faire. Mais je vais vérifier que ce soit fait. Donc je peux vous passer rapidement en revue des modèles qui fonctionnent très bien pour moi à partir du moment où c'était collectivement. J'ai juste une petite question. Ouais. Alors c'est pour notre culture personnelle. Ouais. Votre expérience est un peu quand même basée sur déjà une très grande confiance. C'est ce qu'on demande aussi nous dans nos organisations. Mais c'est une petite structure. Nous, on a une entreprise qui est assez importante avec prime d'intéressement, prime qualité, enfin tout un système bien cadré. Et on aimerait effectivement faire évoluer la rémunération variable. Quand vous me proposez de remettre sur la table tous les salaires et l'entreprise est assez ancienne, il y a eu des choses qui ont été négociées par le CE, par les syndicats. Je pense que ça ne le fera pas. Par contre, est-ce que vous avez des exemples assez concrets de grosses entreprises qui ont, d'une certaine manière, commencé à travailler sur la rémunération? Ça vous concerne aussi? Et du coup, par quel biais? C'est-à-dire parce que nous, il y a tellement de biais qu'on ne sait pas par quelle rémunération commencer. On a de la chance. Mais voilà, nous, c'est très compliqué de donner du sens à une institution qui, somme toute, est assez bien rodée. Alors, pour info, je ne sais plus quels étaient les effectifs de Gore, mais dans mes souvenirs, ils étaient aux alentours de 5000. Voilà. Alors, je ne sais pas si votre organisation a cette taille-là. Ok. Donc, ils arrivent à faire des choses en auto-organisation à ces niveaux-là. Après, les entreprises que je connais personnellement,
alors, des entreprises qui sont arrivées sur un salaire très libre, ce sont des entreprises que j'ai pu accompagner ou voir, et ils sont, je crois, une trentaine, cinquantaine, grand max. Des entreprises qui se sont dirigées vers ce modèle-là, que je n'ai pas vu moi, mais mon associé était dedans, c'est Worldline par exemple, où ils ont décidé de discuter collectivement de la répartition des primes. Voilà. Et ça a été fait collectivement avec les salariés. Donc Worldline, c'est plus grand déjà comme type d'entreprise. Je ne sais pas combien ils sont, mais ils doivent atteindre le millier de salariés, quelque chose comme ça. Surtout maintenant qu'ils sont rentrés dans Atos. Bon. Voilà. Après, ça demande de l'entraînement. Et si vous ne pouvez pas le faire, c'est que c'est pas le moment en fait. Et qu'il y a peut-être d'autres choses qui vont permettre de s'entraîner et qu'à un moment donné, on y arrive. Vous voyez le truc, c'est un peu comme quand on monte une montagne, quand on est loin de la montagne, on voit pas les chemins, puis à fur et à mesure qu'on avance, on voit des chemins qui se dégagent, et puis à un moment donné, on est arrivé en haut, quoi. Donc pour moi, c'est plus de cet ordre-là. Donc s'il y a des possibilités de négociation et de s'auto-organiser sur des petits bouts ou sur des choses plus petites, ben c'est le moment de s'entraîner et de tous grandir ensemble, et en particulier avec les relations qui sont toujours un peu compliquées entre les RH, les syndicats et les différentes parties prenantes de l'entreprise qui ont aussi des questions à régler avec eux-mêmes sur leur position, leur pouvoir respectif, et ainsi de suite. Olivier, il reste 5 minutes. Est-ce que tu veux prendre 2 questions ou est-ce que tu veux présenter les... Il y a encore des questions, hein, si tu veux répondre. Je veux, c'est comme vous voulez en fait. Voilà, c'est moi qui décide, ce sera les questions. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce qu'on continue les questions? Merci pour la présentation sur le système de rémunération. On n'a pas forcément parlé des notions d'incitatif, des notions de comment est-ce que, et ça se passe dans les grandes entreprises, en tout cas quand on est salarié, par la rémunération, on dirige, on cherche à inciter les personnes à aller dans un sens plutôt qu'un autre. Donc il y a ce premier élément. Et la notion aussi symbolique de la rémunération, on n'a pas forcément parlé. Comment est-ce que vous traitez ça? Est-ce que vous pouvez développer? Alors, incitatif. Sur les incitatifs, pour dire, pour l'organisation, je pense que ça a de la valeur de faire telle et telle action, et donc j'attribue, par exemple, l'exemple de la qualité, j'attribue des primes sur ces actions spécifiques parce que je considère que ça a de la valeur pour l'organisation. Donc ça dirige les actions de l'individu dans un certain sens, même si on sait qu'il y a plein d'autres manières de diriger les actions de l'individu. Ok. Alors ça, je peux répondre tout de suite. Dans un groupe qui s'est auto-organisé au point de pouvoir discuter des salaires, quand ils ont décidé que ça avait de l'importance, ils vont le faire. Il n'y a pas besoin de mettre une prime dessus. De toute manière, les études qu'on montait, ce genre de choses, ça n'avait aucun effet et aucun bénéfice. Ça changeait absolument rien. Il y a Daniel Pink qui a... Ouais. C'est son livre de Daniel Pink, c'est sur les secrets de la motivation ou quelque chose comme ça, dans lequel il explique quand est-ce que ça vaut le coup de mettre une prime pour atteindre quelque chose ou pas. Voilà. Le truc, c'est que ça discute et ça se met d'accord à l'intérieur de l'entreprise. Donc les gens discutent et se mettent d'accord. Et s'ils décident que faire cette action est très importante, ils vont le faire. Et s'ils pensent que ça nécessite une rémunération différente, ils le feront. En fait, l'auto-organisation, c'est-à-dire le fait de discuter ensemble et le fait d'apprendre à régler ensemble des choses pour créer des règles collectives jusqu'à des règles de rémunération, donc jusqu'au mécanisme financier de l'entreprise, et arriver à le faire jusque-là, signifie qu'il y a plein d'autres choses qui sont faites avant. Et en particulier, le fait de collectivement décider d'aller dans tel secteur ou tel autre secteur. Ça revient au même au final. Je ne sais pas si je suis très clair. Ok. Et la deuxième question, c'était quoi? Ouais. Alors je ne sais pas pour les autres, pour les entreprises comme la nôtre ou les lutins et Néréides,
Ça n'a plus de sens. Chez les lutins, ils ont décidé d'avoir un salaire qui est le minimum Syntec. Tous. Et le reste, c'est des primes à la fin de l'année. Et la symbolique, ils s'en foutent. Ce qui leur importe, c'est que l'entreprise fonctionne et qu'ils soient bien dedans, en fait. Donc, pour conclure, et c'était le sens de notre présentation et de nos travaux sur ce sujet depuis presque un an maintenant, c'était de dire que quand on laisse tous les acteurs, et quand je parle de tous les acteurs, c'est pas seulement les salariés, c'est aussi les actionnaires, c'est toutes les parties prenantes s'impliquer pour définir les règles de la rémunération et donc les règles des flux financiers à l'intérieur de l'entreprise. Ça veut dire qu'on a réussi à mettre l'auto-organisation au cœur de l'entreprise et donc il y a peu de chances pour qu'elle puisse repartir. Voilà. Et un de mes enjeux, c'était de faire en sorte comment est-ce que cette auto-organisation peut rester dans l'entreprise. Voilà. Donc on est arrivé au bout du temps. Merci beaucoup à tout le monde pour vos questions. Et si vous voulez bien encore, avant de partir, remplir le Perfection Game, ça nous aidera beaucoup à faire évoluer la conférence. Et voilà. Donc merci beaucoup. Merci.